Imaginez que nous sommes en 1992. Maintenant, fermez les yeux et voyagez dans le temps, quelques années plus tard seulement. Dans un atelier à la périphérie d'une ville industrielle. Le silence est pesant, seulement rompu par le goutte à goutte d'un tuyau. Dans un coin, sous un plastique gris couvert de poussière, on devine une forme familière. En s'approchant, quelqu'un nettoie du bout du doigt le dos d'une bête endormie. Il est là, terni mais fier, le même cheval ailé. Mais il ne galope plus sur les dunes. Il repose désormais sur un manuel de démontage oublié, sur le couvercle d'une boîte à outils que personne n'utilise. Son rugissement s'est éteint à jamais. Comment est-ce possible? Comment passer du statut de champion du monde, synonyme de force et de résistance dans la moitié du monde, à celui de fantôme dans les catalogues, d'anecdotes nostalgiques? Ce n'est pas l'histoire d'une marque qui a échoué parce qu'elle a mal fait les choses. C'est l'histoire épique et tragique d'une ambition démesurée, une ambition née, littéralement, des cendres et de la faim. C'est la chronique d'un rêve industriel qui a osé rêver de voler plus haut que quiconque, à un moment où le pays qui l'a vu naître pouvait à peine se relever. C'est l'histoire de Pegaso. Et tout a commencé, comme les grands mythes, dans la désolation absolue. 1946, un cheval ailé surgit des ruines. Pour comprendre le miracle de Pegaso, il faut d'abord respirer l'air de son époque. Nous sommes en Espagne, en 1946. La Seconde Guerre mondiale est terminée en Europe, mais ici, le conflit interne s'est achevé 7 ans plus tôt, laissant une cicatrice infiniment plus profonde et plus proche. Le pays est un paysage physique et économique dévasté. Les routes, les ponts, les voies ferrées, détruits ou abandonnés après des années de combat. L'industrie, inexistante ou obsolète. L'isolement international est presque total, l'Espagne ne bénéficiera pas du plan Marshall qui reconstruit l'Europe. Il y a la faim, les cartes de rationnement et un besoin désespéré, viscéral, de déplacer des choses. De déplacer des matériaux pour reconstruire les villages, de déplacer les récoltes pour nourrir les villes, de déplacer les machines pour construire des usines. Et pour déplacer tout cela, il faut des camions. Mais il n'y a pas de camions. Les rares qui ont survécu à la guerre sont en lambeaux, et il n'y a pas de devise pour importer les véhicules modernes qui commencent à rouler aux États-Unis ou dans une Europe qui se reconstruit à toute vitesse. C'est dans ce contexte d'extrême nécessité que naît l'invention. La nécessité n'est pas seulement la mère de l'invention, elle est la sage-femme d'un géant. Le gouvernement, comprenant que la souveraineté nationale dépendait également de la souveraineté industrielle, prend une décision historique d': on ne dépendra pas de la charité ni des crédits étrangers pour avoir des camions. L'Espagne va fabriquer les siens. C'est ainsi que, par décret, naît l'Empresa Nacional de Autocamiones S.A. et NASA. Un nom bureaucratique, froid, pour une mission ardente. Et cette entreprise a besoin d'une marque, d'un symbole qui incarne son objectif. Il ne pouvait s'agir d'un nom composé d'initiales, ni d'un acronyme technique. Il fallait quelque chose qui parle à l'âme, qui inspire. Et quelqu'un, dans une salle de réunion, s'est tourné vers la mythologie grecque. Et a trouvé Pégase. Le choix ne pouvait être plus symbolique, plus audacieux, ni plus beau. Pégase, le cheval ailé, est né du sang de Méduse, une créature issue de l'horreur. Mais Pégase n'était pas un monstre, c'était un être noble, pur, qui portait les éclairs de Zeus et qui, une fois apprivoisé par le héros Bellérophon, lui permit d'accomplir des exploits impossibles, de voler jusqu'à l'Olympe. Quelle meilleure métaphore pour une entreprise née du sang et des ruines d'une guerre civile, avec pour mission de relever un pays de ses cendres? Le cheval ailé ne représentait pas seulement la force ou la vitesse, il représentait l'ambition de transcender. Il représentait la volonté d'échapper à la gravité des circonstances, de s'élever au-dessus de la misère et du retard. Dès le premier jour, le logo du cheval ailé, dessiné avec des lignes puissantes et dynamiques, était bien plus qu'un simple ornement. C'était un manifeste. Une déclaration d'intention gravée dans l'acier. Nous n'allions pas seulement construire des camions, nous allions construire des légendes sur roues. Mais tout manifeste a besoin d'un prophète, d'un visionnaire capable de donner forme à un rêve aussi gigantesque. Et cet homme est arrivé avec un portfolio rempli de dessins d'Alfa Romeo et un esprit qui fonctionnait à des vitesses impossibles. Le génie de Wilfredo Ricard rêvait de Ferrari alors que le pain manquait. À la tête du projet technique de Pegaso, on plaça un homme qui était, en soi, une contradiction ambulante pour l'Espagne de 1946.
Wilfredo Ricard, ingénieur catalan de renommée internationale, venait de diriger les bureaux techniques d'Alfa Romeo, dans l'Italie de Mussolini, où il avait conçu des moteurs de compétition et des voitures de luxe. C'était un technicien d'élite, habitué au laboratoire de pointe, aux alliages légers, à l'aérodynamique. Et on le met à la tête d'un projet dont le premier objectif est de fabriquer des camions de transport de base pour un pays en ruine. N'importe qui aurait vu cela comme un pas en arrière, comme un exil professionnel. Ricard y a vu une opportunité unique, une page blanche. Sa philosophie était aussi simple que révolutionnaire, et elle se heurtait de front à la mentalité plus pragmatique et à court terme. Ricard croyait, avec une foi presque religieuse, que pour construire les meilleurs camions du monde, il fallait d'abord prouver que l'on était capable de maîtriser l'ingénierie la plus avancée et la plus exigeante au monde. Et quelle était cette ingénierie dans les années 40 ? Celle des voitures de sport de grand luxe, le domaine sacré de marques telles que Ferrari, Mercedes-Benz ou Maserati. Alors que le pays s'efforçait de se procurer de la farine et du ciment, Ricard et une petite équipe d'ingénieurs fidèles ont lancé, dans le plus grand secret, un projet parallèle et scandaleux. Fabriquer une supercar espagnole. Le résultat, présenté au Salon de l'Automobile de Paris en 1951, a été un choc pour le monde entier. La Pegaso Z102. Ce n'était ni une copie, ni une adaptation. C'était une voiture d'une modernité écrasante. Elle était équipée d'un moteur V8 en alliage léger, entièrement conçu et fabriqué par Enasa, avec double arbre à cam sans tête, une technologie de Formule 1 pour l'époque. Il pouvait être équipé d'un compresseur, atteignant plus de 300 chevaux, ce qui en fit pendant un certain temps la voiture de série la plus puissante au monde. Son châssis était révolutionnaire, avec des freins à tambour aux 4 roues, une rareté, et une attention maniaque portée aux détails. Les carrosseries, spectaculaires, étaient confiées aux meilleurs carrossiers européens, tels que Touring ou Saucik. La Z102 et son évolution, la Z103, n'étaient pas des véhicules de transport. C'étaient des œuvres d'art mécanique, des sculptures en mouvement qui rivalisaient directement avec les Ferrari d'Enzo et les Mercedes de l'après-guerre. Et voici le plus fascinant. Seuls 86 exemplaires ont été fabriqués. C'était un projet qui ne serait jamais rentable. Mais il a parfaitement rempli sa mission. Ses acheteurs étaient le Shah d'Iran, le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo, des millionnaires américains et des aristocrates européens. Le message que Pegaso, et par extension l'Espagne, a envoyé au monde était clair. Ne nous sous-estimez pas. Nous pouvons faire ce que vous faites, et nous pouvons le faire à la perfection. Si nous sommes capables de cela, imaginez ce que nous pouvons faire avec un... Le génie de Wilfredo Ricard rêvait de Ferrari alors que le pain manquait. À la tête du projet technique de Pegaso, on plaça un homme qui était, en soi, une contradiction ambulante pour l'Espagne de 1946. Wilfredo Ricard, ingénieur catalan de renommée internationale, venait de diriger les bureaux techniques d'Alfa Romeo, dans l'Italie de Mussolini, où il avait conçu des moteurs de compétition et des voitures de luxe. C'était un technicien d'élite, habitué au laboratoire de pointe, aux alliages légers, à l'aérodynamique. Et on le met à la tête d'un projet dont le premier objectif est de les premiers rugissements, des camions pour construire un pays. Alors que la Z102 éblouissait les salons, le véritable cœur de Pegaso battait dans les moteurs à essence 6 cylindres en ligne qui sortaient de la chaîne de montage de l'usine de la zone franche de Barcelone. C'étaient les véritables chevaux de bataille, ceux qui devaient transformer le rêve en réalité tangible. Les premiers modèles, simplement appelés Pegaso 1, Pegaso 2 et Pegaso 3, étaient l'antithèse de la voiture de sport de luxe. Ils étaient pure fonctionnalité, robustesse et bon sens transformés en acier. Il n'y avait pas de place pour les fioritures. Ils ont été conçus avec un principe fondamental. Ils devaient fonctionner dans un pays où un atelier sophistiqué pouvait se trouver à des centaines de kilomètres, où les mécaniciens apprenaient sur le tas et où les routes étaient, dans le meilleur des cas, des pistes de terre et de pierre. C'est pourquoi la simplicité mécanique était une religion. Les moteurs, bien que grands et puissants pour l'époque, étaient de conception simple, avec une distribution latérale des soupapes qui les rendait plus tolérants à un réglage imparfait et plus faciles à réparer. Les culasses étaient démontables par cylindre, un détail ingénieux. Si un joint fondait ou si une culasse se fissurait, il n'était pas nécessaire de démonter tout le moteur. Il suffisait de remplacer l'unité endommagée. Les camions étaient surdimensionnés.
Les essieux, les freins, les embrayages, tout était construit pour supporter plus que le strict nécessaire, en prévision d'une utilisation abusive constante. Ces premiers Pégasos ne cherchaient pas à battre des records de vitesse ou de consommation. Ils recherchaient l'indestructibilité. Et ils l'ont trouvé. Rapidement, leur calandre arrondi et leur emblème représentant un cheval ailé sont devenus une image omniprésente dans tous les chantiers de reconstruction nationale. Ce sont eux qui ont transporté le ciment et l'acier pour construire des barrages comme ceux de Yeza ou de Mequinenza. Ce sont leurs remorques qui ont transporté les poutres des premiers hauts fourneaux de la sidérurgie basque. Leurs châssis ont servi de base aux premiers autobus qui relièrent les capitales provinciales aux villages reculés. Ils sont littéralement devenus la colonne vertébrale mobile de l'Espagne des années 50. Pour les transporteurs, hommes durs et pragmatiques, Pégaso a gagné quelque chose de plus précieux qu'un titre dans un journal. Il a gagné leur respect et leur affection. Un Pégaso tirait n'importe quelle charge, gravissait n'importe quel col chargé à bloc, et quand quelque chose se cassait, il était possible de le réparer avec quelques clés, un marteau et un peu d'ingéniosité. Ce n'était pas un camion étranger, avec des pièces introuvables et des schémas électriques incompréhensibles. C'était le nôtre. C'est ainsi qu'est né un mythe pratique, fait de boue et d'huile, qui s'ajoutait au mythe du luxe et de la technologie. Pégaso avait réussi quelque chose d'unique. Être à la fois le rêve inaccessible de la voiture de sport de rêve et le compagnon de travail fiable du camionneur de village. Il avait prouvé qu'il pouvait voler avec le Z102 et il prouvait maintenant qu'il pouvait marcher fermement sur les terrains les plus accidentés. Mais Pégaso n'était pas destiné à n'être qu'un héros local, aussi grande que fût son exploit national. Une fois qu'il eut prouvé sa force et sa fiabilité sur les routes difficiles de son pays, le cheval ailé leva les yeux. Il regarda vers l'horizon, au-delà des Pyrénées, au-delà de l'Atlantique. Et à cet horizon, il découvrit tout un continent qui, curieusement, lui ressemblait beaucoup. Un continent aux distances énormes, aux routes sinueuses, aux climats extrêmes et aux besoins féroces de moyens de transport fiables et simples. L'Amérique latine n'attendait pas un camion rempli d'appareils électroniques, elle attendait un cheval de bataille. Et Pégase, qui venait d'être forgé dans la forge de l'après-guerre espagnole, avait l'acier parfait. La phase de construction d'un pays était terminée. L'heure de la grande conquête avait maintenant commencé. La conquête de l'Amérique et le sommet doré. Pégaso avait dompté le paysage espagnol. Ces camions étaient passés du statut de curiosité à celui de battement de cœur des routes, un son aussi familier que celui des cloches de l'église. Mais une entreprise qui porte le nom d'un cheval mythologique ne peut se contenter de paître dans son propre pré. Le regard de ses dirigeants, tout comme celui des anciens explorateurs, s'est tourné vers l'ouest, vers l'horizon immense et prometteur qu'offrait l'Amérique latine. Là-bas, ils n'allaient pas trouver de marché saturé ni de concurrents établis. Ils allaient trouver quelque chose de bien plus précieux, un besoin similaire. L'Amérique latine, en pleine expansion urbaine et industrielle, avait besoin de véhicules robustes pour des routes qui n'étaient souvent guère plus que des promesses sur une carte. Et Pégaso avait besoin de se développer, de croître, de cesser d'être un phénomène local pour devenir un acteur mondial. Ce chapitre ne traite pas seulement de l'exportation de camions, il raconte comment une machine en acier a forgé un empire de confiance à travers un océan et comment, du sommet de cette gloire, les premières petites fissures, imparables, ont commencé à apparaître. Le Comet, le camion qui a forgé un empire en Amérique latine. L'expansion internationale avait besoin d'un cheval de bataille, et Pégaso, avec son sens aigu de l'opportunité, a su le trouver dans une alliance stratégique. Au début des années 60, il a conclu un accord de collaboration avec la société britannique Leyland Motors. De ce mariage de convenance est né le véhicule qui, plus que tout autre, allait graver le nom de Pégaso dans la mémoire collective d'un continent, le Pégaso Comet. La Comet n'a pas été conçue pour gagner des concours d'élégance ni pour battre des records de vitesse. Elle a été conçue avec une intelligence pragmatique et profonde. Son succès reposait sur 3 piliers qui étaient une musique douce aux oreilles de tout transporteur latino-américain. Une fiabilité à toute épreuve, un entretien facile et une adaptabilité presque biologique. Mécaniquement, c'était un chef-d'œuvre de prévisibilité. Il utilisait des moteurs diesel Leyland à 6 cylindres, réputés pour leur durabilité et leur couple à bas régime, idéaux pour gravir de longues côtes en charge. La transmission, les essieux, les freins,
Tout était choisi et dimensionné pour supporter des conditions qui auraient fait pleurer un camion plus délicat. Mais le génie du Comet résidait dans sa philosophie de conception. Tout en lui était accessible. Les filtres à huile et à carburant étaient situés à des endroits où une main humaine pouvait les atteindre. Les pompes d'injection, bien que complexes, étaient des unités connues des mécaniciens du monde entier. Les circuits électriques étaient spartiates, sans ces sophistications susceptibles d'être endommagées par l'humidité ou la poussière. Ils n'avaient pas de vis cachées. C'était un camion transparent, facile à comprendre et surtout à réparer avec des outils de base dans un atelier routier, à l'ombre d'un arbre. C'était le véhicule parfait pour les pays où le réseau de concessionnaires était rare et où un camion immobilisé pendant des semaines à cause d'une pièce introuvable pouvait ruiner un petit entrepreneur. Le succès fut immédiat et fulgurant. Le Comet devint le roi incontesté des routes colombiennes, transportant du café à travers la cordillère des Andes. En Argentine, il fut le cheval de trait de la Pampa, transportant des céréales et du bétail sur des milliers de kilomètres de routes parfois impraticables. Au Pérou et au Chili, ces versions d'autobus interurbains, les célèbres Pegaso, avec carrosserie Marco Polo ou Cayo, reliaient les villages isolés aux capitales, acquérant une renommée légendaire pour leur résistance. Au Venezuela, avec son boom pétrolier, il est devenu le camion de chantier par excellence. Au Mexique, il a été utilisé dans des flottes de transport de marchandises lourdes, de la frontière avec les États-Unis jusqu'au sud du pays. Les anecdotes sur sa durabilité sont devenues une légende urbaine, puis une simple constatation statistique. Il n'était pas rare de voir des bus urbains Pegaso Comet dans des villes comme Lima ou Caracas avec 25-30 ans de service, ayant circulé 7 jours sur 7, 16 heures par jour. C'étaient là des véhicules qui mouraient littéralement de vieillesse, et non de panne. Ils ont gagné l'affection du peuple. C'étaient les tanks que tout le monde connaissait, dans lesquels tout le monde avait voyagé. Le projet le plus ambitieux, et qui symbolise le mieux le niveau d'ambition atteint, fut la tentative de fabrication locale au Venezuela. Au milieu des années 70, une entreprise mixte fut créée pour produire des comètes sur le sol vénézuélien, dans le but de fabriquer des milliers d'unités par an pour approvisionner l'ensemble du marché andin et caribéen. C'était le rêve de tout fabricant, disposer de sa propre plateforme industrielle au cœur de son plus grand marché d'exportation. Cependant, ce rêve s'est brutalement heurté à la réalité de l'instabilité politique et des changements de gouvernement. Les soutiens promis se sont évaporés, le financement a été coupé et le projet, après d'énormes investissements, a été abandonné, générant des pertes de plusieurs millions pour Enasa. Ce fut un coup très dur, un premier avertissement que le succès commercial pouvait être fragile lorsqu'il dépendait de facteurs échappant au contrôle des ingénieurs de Barcelone. Malgré cet échec, l'empreinte était faite. Pegaso n'était plus une marque espagnole, mais une marque latino-américaine. Elle avait conquis un continent sans avoir besoin de canons, uniquement grâce à la force éprouvée de son acier. Et tandis que son empire outre-mer prospérait, chez lui, le cheval ailé vivait son été le plus long et le plus doré. L'âge d'or, les années 70 et la domination de la péninsule. Si en Amérique latine, la comète était reine, dans l'Espagne des années 70, Pegaso était quelque chose de plus. Elle était l'oxygène du transport. Le marché intérieur était son fief absolu, un jardin clos et protégé par des droits de douane où la concurrence étrangère était symbolique, presque exotique. Pegaso a profité de cette situation non pas pour se reposer sur ses lauriers, mais pour s'étendre et consolider une domination presque totale. La gamme de produits s'est élargie pour couvrir tous les besoins imaginables en matière de transport routier. Pour les longues distances, il y avait les puissants modèles de la série T, des camions lourds équipés de moteurs pouvant atteindre 300 chevaux. Pour la distribution urbaine et régionale, les séries M et S proposaient des châssis légers et moyens. Dans le secteur des autobus, Pegaso était synonyme de transport public. Le Pegaso monotral, avec sa carrosserie à structure porteuse, est devenu l'autobus urbain standard dans des dizaines de villes espagnoles. Le Pegaso Alhambra, un autobus interurbain aux lignes modernes et confortables, dominait les lignes régulières entre les provinces. Il y avait également des camions de pompiers, des véhicules pour l'armée, des tracteurs routiers pour semi-remorques, des tombereaux pour les chantiers. Ce déploiement a été rendu possible grâce à quelque chose que Pegaso avait réussi à créer. Un écosystème industriel national.
L'entreprise ne fabriquait pas seulement des camions, elle fabriquait aussi des moteurs, des boîtes de vitesse, des essieux, des cabines. Et autour d'elle s'était développé un réseau de centaines de fournisseurs de composants, verreries, électricité, pneumatiques, banques, qui dépendaient directement de ces commandes. Pegaso était au cœur d'un cluster industriel qui employait des dizaines de milliers de familles. Son rôle dépassait le cadre commercial, c'était un pilier stratégique de l'État. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À son apogée, au milieu des années 70, Enasa fabriquait plus de 20 000 véhicules par an. Sa part de marché en Espagne dépassait largement les 70% pour les poids lourds et atteignait pratiquement 100% pour les bus urbains. Pour les transporteurs espagnols, le choix n'était pas difficile. Un Pegaso signifiait l'accès à des pièces de rechange dans n'importe quel village, des connaissances mécaniques partagées par tous les garages et une valeur de revente solide. Pegaso était la marque de tous. Du camionneur indépendant qui subvenait aux besoins de sa famille avec son seul véhicule aux grandes flottes publiques comme celle de la compagnie Telefónica ou de la Renfe, tous faisaient confiance au cheval ailé. L'usine de la Zona Franca de Barcelone, ainsi que les autres usines de Madrid et de Valladolid, l'âge d'or, les années 70 et la domination de la péninsule. Si en Amérique latine, la comète était reine, dans l'Espagne des années 70, Pegaso était quelque chose de plus. Elle était l'oxygène du transport. Le marché intérieur était la tempête parfaite, la crise pétrolière et les premières fissures. La crise pétrolière de 1973 fut un séisme dont les ondes sismiques se répercutèrent dans tous les coins de l'économie mondiale. Les pays arabes de l'OPEP décrétèrent un embargo et quadruplèrent le prix du pétrole brut. Du jour au lendemain, le carburant, sans du transport, devint un luxe. Pour le secteur du transport routier, ce fut un coup direct au cœur. Les coûts d'exploitation ont explosé. De nombreux petits transporteurs ont fait faillite. Ceux qui ont survécu ont mis un frein à toute intention de renouveler ou d'agrandir leur flotte. La demande de camions neufs, qui était jusqu'alors en hausse, s'est effondrée. Pour Pegaso, ce fut le début de la fin de l'innocence. La crise a révélé, avec une cruauté chirurgicale, ses profondes faiblesses structurelles. En tant qu'entreprise publique, ses objectifs n'étaient pas purement commerciaux. Elle avait l'obligation de maintenir l'emploi et la production nationale. Cela se traduisait par une main-d'œuvre énorme, des coûts fixes très élevés, salaires, retraites, entretien d'usines gigantesques, et une structure de gestion lourde, lente et peu réactive aux changements du marché. Lorsque les temps difficiles sont arrivés, Pegaso n'a pas pu s'adapter assez rapidement. Elle a continué à fabriquer des camions à un rythme que le marché ne pouvait plus absorber, accumulant ainsi des stocks invendables. Les comptes d'Enasa ont affiché pour la première fois des chiffres rouges de manière sérieuse et soutenue. L'entreprise, habituée à opérer dans un environnement protégé et stable, n'était pas conçue pour l'austérité ni pour la concurrence féroce. Son talon d'Achille, jusqu'alors masqué par le succès, a été mis à nu. Sa dépendance totale à un marché protégé. Elle avait connu une forte croissance, mais dans une serre. Elle n'avait pas développé les muscles nécessaires. Innovation radicale, efficacité extrême, marketing agressif, gestion financière moderne, pour survivre dans une jungle ouverte. Le colosse commençait à vaciller. Ses fondations, faites de béton politique et de nécessité nationale, se fissuraient sous la pression d'une nouvelle réalité économique. Pegaso était blessé, saignant de la plaie de la rentabilité. Mais il était encore fort, il bénéficiait encore de l'affection d'un pays et d'un empire en Amérique. Cependant, le monde autour de lui commençait à changer à une vitesse vertigineuse à laquelle son armure lourde n'était pas préparée. Les murs tarifaires qui avaient protégé son royaume dans la péninsule ibérique pendant des décennies commençaient à se fissurer sous la pression d'une nouvelle idée, l'intégration européenne. Et de l'autre côté de ces barrières, de nouveaux géants attendaient. Des géants tels que Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN et Iveco, qui menaient depuis des années des guerres commerciales sur les marchés ouverts, perfectionnant leurs produits, leur réseau de services et leurs finances. Ils étaient plus agiles, mieux capitalisés et avides de nouveaux territoires. Pour eux, l'Espagne était la dernière frontière à conquérir. Le rugissement de leurs moteurs, plus efficaces et plus modernes, se faisait déjà entendre au loin. La bataille pour la survie du cheval ailé, la véritable bataille, venait de commencer. La chute du cheval ailé.
Les années 80 ont vu naître en Espagne une nouvelle rumeur de fond, différente de celle des moteurs Pegaso. C'était le bruit des grues levant de nouveaux bâtiments, le bourdonnement des ordinateurs dans les nouveaux bureaux, le murmure d'un avenir appelé Europe. Après la mort de Franco en 1975 et la transition vers la démocratie, le pays s'est lancé dans une transformation politique et économique sans précédent. L'un de ses piliers était l'intégration dans la communauté économique européenne, un processus qui impliquait, entre autres, le démantèlement des barrières douanières qui avaient protégé l'industrie nationale pendant des décennies. Pour Pegaso, ce rugissement lointain qui se faisait entendre au-delà des Pyrénées s'est soudainement transformé en un vacarme assourdissant aux portes de son propre jardin. L'âge de l'innocence, du confort, était révolu. Commence alors une course désespérée, non pas pour le leadership, mais pour la simple survie. Les années 80, la recherche désespérée d'un allié. L'ouverture du marché espagnol a été comme l'ouverture des vannes d'un barrage. Un torrent de marques européennes, avides et bien préparées, a envahi les routes qui avaient longtemps été le territoire de Pegaso. Mercedes-Benz est arrivé avec son aura de qualité indestructible et son réseau de services impeccable. Volvo et Scania débarquèrent avec leur réputation de robustesse nordique et leurs cabines qui ressemblaient à des palais comparés aux intérieurs spartiates espagnols. MAN et DAF offraient une technologie moderne et une grande efficacité. Et Iveco, le consortium italien né de Fiat, OM, Lancia et Unique, arriva avec une agressivité commerciale féroce. Ce n'étaient pas des concurrents, mais des prédateurs dans un écosystème nouveau pour eux. Ils offraient ce que le marché espagnol, de plus en plus exigeant et exposé aux nouveautés, commençait à demander: confort pour le conducteur, moteurs plus économes en carburant, moins d'entretien et une image de modernité. Pegaso, affaibli par les pertes accumulées après la crise pétrolière et paralysé par sa structure étatique rigide, s'est soudainement retrouvé en position d'infériorité technologique, commerciale et financière. Sa réaction était compréhensible, mais désespérée. Rechercher un partenaire technologique solide qui lui apporterait d'un seul coup ce que ses concurrents avaient mis des années à développer. C'est ainsi qu'a commencé une série d'alliances ratées qui ressemblaient à une tragicomédie. Il y a d'abord eu International Harvester aux États-Unis à la fin des années 70. Cette collaboration a porté ses fruits, notamment avec le moteur V8 diesel qui équiperait certains modèles, mais IH connaissait de graves problèmes chez elle, et l'alliance s'est dissoute sans avoir apporté de solution structurelle. Puis vint le flirt avec MAN au début des années 80. Un modèle commun a même été fabriqué, le Pegaso 108, qui était en fait un MAN avec le cheval ailé sur la calandre. Mais la collaboration était superficielle. MAN n'était pas disposé à céder sa technologie la plus avancée à un concurrent potentiel sur son propre marché en expansion. L'alliance a été rompue. Puis est arrivé Volkswagen, avec l'idée de se lancer dans le segment des poids lourds. C'est ainsi qu'est né le projet Pegaso-Volkswagen, qui n'a jamais abouti à un produit convaincant. Finalement, au milieu des années 80, un accord de collaboration a été signé avec DAF. Ce fut peut-être le plus sérieux, et il allait donner naissance à une partie importante de la technologie du camion dans lequel Pegaso allait placer ses derniers espoirs. Mais, là encore, il s'agissait d'une solution partielle. Le problème fondamental de toutes ces alliances était qu'il s'agissait de solutions temporaires. Pegaso n'avait pas besoin d'un moteur ou d'une boîte de vitesse empruntée, mais d'un apport massif de capitaux pour une modernisation industrielle complète. Il devait repenser toute sa gamme à partir de zéro, construire de nouvelles cabines modulaires offrant un niveau élevé de confort et de sécurité, développer des moteurs modernes à injection directe et à géométrie variable, et automatiser ses usines, obsolètes et peu productives. Cela coûtait des milliards de pesetas que l'État, déjà en pleine reconversion industrielle et ayant d'autres priorités, n'était pas disposé à injecter dans une entreprise chroniquement déficitaire. Chaque alliance était une tentative de colmater une brèche dans la coque d'un navire qui coulait de toutes parts. Pendant que Pegaso négociait et renégociait, ses concurrents n'attendèrent pas. Ils construisèrent des concessions, formèrent des réseaux de services et récupéraient, un par un, ses clients historiques. Les grandes flottes, les entreprises de transport les plus modernes, les administrations publiques qui n'étaient plus obligées d'acheter national par décret. Le marché espagnol n'était plus un fief, mais un champ de bataille, et Pegaso était en train de perdre la guerre sur son propre terrain.
Mais au milieu de cette retraite, dans les tunnels de son département de R&D, un groupe d'ingénieurs fidèles à l'esprit de Ricard préparait un dernier coup d'éclat. Le dernier éclat de génie, le Pegaso Troneur et la victoire au Dakar. À la fin des années 80, alors que la fin commençait à se profiler dans les rapports économiques, Pegaso fit un effort titanesque pour mettre au point un camion capable de rivaliser à armes égales avec les meilleurs d'Europe. Fruit en grande partie de la technologie obtenue grâce à la collaboration avec DEAF et de l'obstination de ses ingénieurs, le Pegaso Troneur vit le jour en 1987. Ce camion n'était pas une évolution, mais une révolution dans le catalogue Pegaso. Enfin, voici un véhicule moderne. Le Troneur disposait d'une cabine modulaire spacieuse, avec un intérieur comparable en termes de confort, climatisation, lit, isolation acoustique, à celui de ses concurrents scandinaves. Ses lignes étaient anguleuses, aérodynamiques, loin du design traditionnel et arrondi des comètes. Sous le capot, il offrait des moteurs de dernière génération, avec des puissances pouvant atteindre 400 chevaux et des boîtes de vitesse synchronisées pouvant compter jusqu'à 16 rapports. C'était sans aucun doute le camion le plus avancé jamais sorti des usines Zenasa. Un camion dont n'importe quelle marque européenne aurait pu être fière. Il était le digne héritier de l'esprit du Z102, prouvé, contre vents et marées, que l'ingénierie espagnole pouvait atteindre les sommets. Et pour le prouver au monde entier, Pegaso a eu recours au même scénario que les grands constructeurs utilisent pour valider leur technologie dans les conditions les plus extrêmes, la compétition. Une équipe de compétition a préparé plusieurs Troneurs pour participer au Rallye Dakar, l'épreuve d'endurance la plus difficile de la planète où les camions sont confrontés à des dunes, des rochers, une chaleur extrême et des milliers de kilomètres de torture mécanique. Et contre toute attente, en 1992, un Pegaso Troneur piloté par l'équipe espagnole Perlini a franchi la ligne d'arrivée à Dakar en tant que vainqueur absolu dans la catégorie des camions. Ce fut un exploit monumental. Les images du Troneur, couvert de poussière et de gloire, avec le cheval ailé sur le capot, ont fait le tour du monde. C'était la victoire rêvée, la confirmation technique suprême. Mais c'est là que réside le paradoxe tragique le plus cruel de toute l'histoire de Pegaso. Le triomphe au Dakar, moment de gloire sportive et de validation technique suprême, est survenu alors que l'entreprise qui le fabriquait était en soins intensifs financiers, sous respirateur artificiel grâce aux aides de l'État et à la veille de la privatisation. Le monde célébrait le champion, ignorant que celui-ci était sur le point d'être condamné. Le Troneur est devenu la métaphore parfaite du destin de Pegaso. Techniquement brillant, commercialement en retard. Il est arrivé sur le marché alors que la bataille commerciale était déjà presque perdue, que le réseau de vente s'effondrait et que l'image de marque était déjà davantage associée au passé qu'à l'avenir. Les transporteurs admiraient le Troneur, mais au moment de signer le chèque, beaucoup ont opté pour la sécurité d'une marque d'avenir, pour une Mercedes ou une Volvo. Le Troneur était un phare d'excellence qui éclairait, d'une lumière aveuglante, le naufrage imminent. Ce fut le dernier et le plus beau rugissement du cheval ailé avant d'être scellé par un autre maître. 1990, la privatisation et l'adieu au cheval ailé. La situation était intenable. Les pertes des NASA étaient devenues un gouffre financier pour les caisses publiques. Le gouvernement de Felipe González, engagé dans une politique de modernisation et d'ajustement économique, prit la décision qui se profilait depuis des années. Pegaso devait être privatisé. Il n'y avait pas d'autre alternative. L'État ne pouvait plus, ni ne voulait, continuer à subventionner une entreprise qui n'était pas viable sur un marché ouvert. Le processus de vente a commencé, et ce fut un spectacle doux amer, presque humiliant, pour ce qui était autrefois la fierté nationale. Plusieurs géants se sont intéressés à l'affaire. L'Allemand MAN y a vu l'opportunité d'entrer directement sur le marché espagnol avec ses propres usines. Mercedes-Benz a également évalué l'achat, tenté par l'infrastructure de production. Mais c'est Iveco, la division camion du groupe italien Fiat, qui a remporté l'appel d'offres. L'accord a été conclu en 1990. Le prix officiel s'élevait à environ 60 milliards de pesetas, un chiffre qui, dans le contexte d'une transaction de cette ampleur, était presque symbolique. Ce qui était réellement payé, ce n'était pas la marque Pegaso.
Ce qui était payé, c'était les usines de Madrid, Barcelone et Valladolid, les machines, le carnet de commandes et, surtout, les milliers de travailleurs qualifiés et une part de marché qui, bien qu'en déclin, était encore significative. Le cheval ailé, en tant qu'actif commercial, ne valait pas grand-chose. Ce qui suivit fut une agonie lente et méthodique. Iveco agit avec la froide logique d'une multinationale. Elle n'avait pas besoin de deux marques se faisant concurrence sur le même marché. Au début, elle maintint une certaine continuité. Les modèles les plus modernes, comme le Troner et la fourgonnette Ecus, continuèrent à être fabriqués pendant quelques années, parfois avec un double badge, Pegaso et Iveco. Mais les investissements et le développement se sont concentrés sur les modèles de la marque italienne. Peu à peu, le nom Pegaso a disparu des catalogues, de la publicité, des concessionnaires. Le logo du cheval ailé a été effacé des façades, remplacé par le rouge d'Iveco. En 1993, pratiquement aucun véhicule neuf de la marque Pegaso n'était commercialisé. Au milieu de la décennie, le silence était total. La marque avait été absorbée, diluée, puis finalement éteinte. Les usines continuèrent de produire, mais elles fabriquaient désormais des Iveco Eurocargo, Iveco Eurotech et Iveco Eurostar. Le dernier Pegaso était sorti de la chaîne de montage. Le mythe avait trouvé sa fin terrestre dans une décision comptable de l'entreprise. La dissolution numérique d'un mythe. Les histoires épiques ont besoin de chiffres pour comprendre l'ampleur de la tragédie. La chute de Pegaso ne fut pas un effondrement soudain, mais un lent exsangue quantifiable dans des graphiques de tendance irréversible. À son apogée, au milieu des années 70, Enasa assemblait plus de 20 000 véhicules par an, avec une part de marché en Espagne avoisinant les 80% dans le secteur des poids lourds. C'était un monopole vertueux. L'entrée dans la CEE en 1986 a eu un effet corrosif sur ces chiffres. En à peine 5 ans, en 1991, la production s'était effondrée à un peu plus de 5 000 unités. Sa part de marché de le segment des poids lourds s'est évaporée, tombant en dessous de 30%, puis de 20%, dévoré par l'avalanche des importations. Les finances racontèrent la même histoire dans le rouge. Les pertes accumulées au cours des années 80 ont dépassé les 100 milliards de pesetas de l'époque, une hémorragie constante que l'État ne pouvait ni ne voulait continuer à colmater. Au moment de la privatisation en 1990, la valeur comptable de l'entreprise était négative. Le prix symbolique payé par Iveco confirmait que les principaux actifs étaient les usines et les travailleurs, et non la marque. En 1994, les statistiques officielles du secteur ne comportaient plus de colonnes pour Pegaso. Sa part de marché était enregistrée comme étant de 0%. La dernière donnée, la plus froide et la plus définitive, était le silence statistique. Le cheval ailé avait disparu non seulement des routes, mais aussi des rapports annuels de l'industrie, dissous dans la catégorie « Autres », puis dans le néant. Les chiffres, en fin de compte, ont écrit le point final que la nostalgie refusait de tracer. Alors, qu'est-il réellement arrivé à la marque de camions Pegaso ? La réponse facile serait de dire qu'elle a été rachetée par Iveco. Mais ce n'est là que l'issue administrative. La réponse profonde est que Pegaso est morte d'un changement d'époque. Son histoire est la chronique d'une collision frontale entre deux mondes inconciliables. Elle est née et a grandi dans un monde d'économie nationale protégée, où l'État était à la fois client, protecteur et patron. Elle a triomphé dans un monde d'ingénierie héroïque, où un homme comme Ricard pouvait rêver de supercars pour démontrer la valeur d'une nation, et où la robustesse à coups de marteau était la vertu suprême. Mais le monde s'est tourné vers une mondialisation féroce, vers les économies d'échelle, où ce qui compte, ce n'est pas la fierté nationale, mais la part de marché mondial, l'efficacité extrême et la standardisation des plateformes. Il s'est tourné vers l'ère des multinationales, agiles, impitoyables et dotées d'une puissance financière illimitée. Pegaso n'est pas mort parce qu'il fabriquait de mauvais camions. Il est mort parce que le monde pour lequel il avait été conçu a cessé d'exister. C'était un magnifique voilier, construit pour naviguer sur des mers contrôlées, qui s'est soudainement retrouvé au milieu d'un océan infesté de cuirassés à moteur. Son héritage est donc double. D'une part, c'est la fierté éternelle d'avoir prouvé que c'était possible. D'avoir remporté le Dakar. D'avoir fait rêver un pays avec des chevaux ailés en acier. D'autre part, c'est la leçon la plus dure. Dans l'industrie, la nostalgie n'est pas un modèle économique.
Même en volant très haut, on ne peut échapper au vent changeant de l'histoire, de l'économie et de la politique. Le cheval ailé, en fin de compte, n'a pas pu échapper à la gravité des temps nouveaux. Pour vous, que représente Pegaso? Le symbole d'une ingénierie qui a une âme, d'une époque où les machines avaient un nom et une histoire, ou l'exemple le plus clair de ce qui arrive à ceux qui ne s'adaptent pas à temps aux règles impitoyables du marché mondial? Vous souvenez-vous avoir vu un Pegaso sur la route, peut-être dans votre enfance, ou avez-vous une anecdote familiale ou professionnelle liée à ces camions? Votre père ou votre grand-père en a-t-il conduit un? Racontez-nous dans les commentaires.